Cours d'histoire. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle série de nos cours d'histoire consacrés à la vie sous l'Ancien Régime. Agnès Valque, bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur des universités, vous êtes spécialiste de l'Ancien Régime et vous venez de publier un nouveau livre chez Perrin, La vie sous l'Ancien Régime. Donc c'est précisément le titre de votre dernier ouvrage que j'ai souhaité reprendre pour nos 3 émissions, notre série consacrée donc à la vie sous l'Ancien Régime. C'est une série qui sera divisée en 3 parties. La première sera consacrée au rapport des Français avec le pouvoir, ainsi que leur situation sociale. Ensuite, nous verrons leurs habitudes au quotidien, avec une leçon magistrale sur les 5 sens. Je laisse le mystère planer et je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine. Et enfin, une dernière émission dans 2 semaines sur les plaisirs de la vie. Mais avant de commencer, peut-être, Agnès Valque, une remarque ou une question d'ordre général. A priori, il est difficile de se faire une opinion sur la réalité de la vie quotidienne. On est en quelque sorte pris entre François Bluch, qui pensait que tout n'était pas sombre à l'époque moderne, et Pierre Goubert, qui lui évoquait une force de vie animale et inorganisée. Peut-on parler malgré tout d'une douceur de vivre sous l'Ancien Régime ? C'est toute la question que je me suis posée au travers de ce livre. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est que les historiens disent soit c'est tout noir, soit c'est tout blanc. Mais il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de nuance, et c'est assez idéologique parce que en fait, l'Ancien Régime s'appelait à personne, parce que d'abord c'est ancien, ensuite il y avait un roi en plus absolu, donc ça c'est pas bien. Et donc les historiens ont souvent été assez critiques vis-à-vis des gouvernants et donc des sujets de ceux qui étaient gouvernés. Voilà, en estimant que finalement ils n'avaient pas grand-chose dans le ventre parce qu'ils se laissaient faire et ils se laissaient gouverner. Alors si on se situe sur d'un autre point de vue, on peut se demander ce que les gens eux-mêmes en pensaient. Et il y a des traces, il y a de nombreuses traces. Il y a de nombreuses traces. Alors ces nombreuses traces émanent malheureusement toujours des élites. Alors les élites sont a priori privilégiées, donc elles vont voir des choses qui sont peut-être plus roses que la grande majorité de la population qui est moins favorisée et donc vit avec dans des conditions de vie qui sont beaucoup plus difficiles, âpres, etc. Mais néanmoins, on a quand même des témoignages sous forme littéraire, des mémoires, surtout au XVIIIe siècle, là même de gens assez simples, et donc on peut se faire un peu une idée de ce que pouvait être cette vie qui était rude, qui était dure, mais où les gens avaient alors un certain plaisir de vivre et une certaine douceur, parce que peut-être contrairement à notre époque, les choses étaient beaucoup plus ordonnées. C'était une société d'ordre. Nous allons y revenir. On va y revenir, mais du coup, les gens savaient où ils étaient. Il n'y avait pas de grandes difficultés parce que, voilà, la naissance les avait mis à tel ou tel endroit et finalement, ils jouaient le jeu. Il y avait, on y reviendra certainement, une possibilité. Il y avait un ascenseur social qui permettait individuellement à ceux qui cherchaient à sortir de leurs conditions à le faire, sans trop de difficultés. Donc, je trouve que finalement, et c'est ce qu'ils disent, des rapports apaisés entre les personnes, eh bien, ça fait quelque chose qui est quand même assez plaisant. Donc, il y avait une certaine douceur. Il y a un paradoxe auquel personnellement je n'avais jamais pensé, c'est que vous commencez par votre ouvrage en expliquant qu'on parle effectivement d'Ancien Régime, et pourtant on parle de période moderne. Comment peut-on être moderne
et en même temps ancien. Et voilà, c'est tout le paradoxe de cette période. Alors moi, cette période, il faut tout de suite, je l'ai limitée au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc et pas la première. Pas la première modernité, qui me semble vraiment se rattacher à la période médiévale. Il y a aucun jugement de valeur, hein, mais c'est véritablement au début du XVIIe siècle, et il y a un chapitre où j'explique qu'il y a vraiment un tournant vers... Mais ça, c'est mes lectures depuis de nombreuses années qui m'ont amené à penser ça, qui est un tournant vers les années 1630-1640, qui va rapprocher l'homme qui naît vers 1640 de l'homme que nous sommes, enfin des hommes et des femmes que nous sommes maintenant. C'est-à-dire, ça sera le sujet de la troisième émission. Ça rapproche un peu. Donc moi, je prends, disons, plutôt les Bourbons et plutôt à partir de Louis XIII, Louis XIV jusqu'à la Révolution. Donc, je mets de côté le XVIe siècle. Alors, par rapport à la période ancienne, c'est assez moderne, parce que il y a une forme politique qui est quand même plus moderne qu'avant, avec une administration qui se met en place, par exemple. Donc ça, c'est très moderne. Ce qui est moderne aussi, c'est les communications. Alors, elles sont pas, c'est pas délirant, hein. On n'a pas de smartphone, c'est pas immédiat, hein, les communications, mais il y a véritablement des progrès par rapport au XIVe ou XVe siècle. Qu'est-ce qui est moderne? Tout simplement, on a découvert l'Amérique. Donc, on a des produits qui sont, des produits alimentaires nouveaux. Voilà. Donc, tout ça, c'est nouveau. Et les gens l'ont vécu comme une période très moderne et très nouvelle par rapport aux périodes anciennes. Mais, bien évidemment, c'est ancien en référence surtout à la forme politique, puisque la monarchie n'est pas forcément un des régimes les plus contemporains qui soient, ou en tout cas, on est passé au moment de la Révolution, mais c'est vrai dans tous les pays d'Europe, hein, à peu près au XIXe siècle, à des régimes qui sont des régimes démocratique, avec une représentation nationale, avec des élections, ce qui n'était pas le cas donc à cette époque. Donc effectivement, ça fait assez ancien, et la forme de la société est aussi une forme ancienne, puisque on est dans une société, on l'a dit, d'ordre assez rigide, et ça c'est quelque chose qui et renvoie aux aspects assez médiévaux de la société. Alors, je souhaitais cette introduction un peu longue, mais qui me semble important pour cette première émission, justement pour mieux entrer dans votre livre. Donc, première partie de nos cours d'histoire, quels sont les rapports des Français avec le pouvoir, ainsi que leur situation sociale. Comment les Français voient-ils cette monarchie que l'on qualifie aujourd'hui d'absolu? Oui, ça c'est Chateaubriand qui l'a qualifié d'absolu. On parle, ou plus exactement, qui parle d'absolutisme. Alors absolutisme, c'est plutôt péjoratif, alors que les contemporains parlaient éventuellement de monarchie absolue, mais ils parlaient plutôt de monarchie tempérée. C'était pas, ils ne voyaient pas cette monarchie comme étant quelque chose de tyrannique. Donc ça, c'est les juristes qui disent ça, mais la population adhère au système. Bon, elle en connaît pas vraiment d'autres, parce qu'il n'y a pas beaucoup de républiques, ou en tout cas les républiques qui existent en Europe sont des républiques qui sont des oligarchies. Donc en fait, on en revient toujours à un pouvoir exercé par quelqu'un qui est en place de manière plutôt héréditaire, et donc les gens n'ont pas vraiment le choix. Voilà. En 1649, quand Charles Ier est exécuté, oui, en Angleterre, c'est une chose horrible pour la France. C'est une chose horrible. C'est une chose horrible pour les Anglais aussi. C'est-à-dire que ça s'est quand même pas très 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 bien passé chez eux non plus. Mais ça n'a pas entraîné une extraordinaire révolution, puisque ça a fait simplement glisser l'Angleterre vers un régime de plus en plus représentatif, et un régime surtout parlementaire. Alors, ce qui est peut-être vraiment l'aspect sans doute le plus original de la monarchie française, c'est que ce n'est pas une monarchie parlementaire, il n'y a pas de contre-pouvoir. En fait, le roi est seul maître à bord, et le seul contre-pouvoir qui pourrait exister sont les États généraux, mais les États généraux qui sont normalement l'alliance et l'Assemblée, le rassemblement de députés envoyés
par toutes les régions selon les différentes classes sociales. Ces états généraux sont, durant la période qui m'a intéressée là, jamais réunis, sauf en 1789. Et donc finalement, il n'y a pas réellement de contre-pouvoir à la monarchie. Mais les gens sont plutôt contents et ils aiment énormément le roi. Il y a une fidélité au roi. Ah, ils aiment énormément le roi. Parce que le système est un système où la personne royale est quasiment vécue comme parfaite. D'abord, le roi est sacré. Donc, ce qui lui donne un pouvoir quasi, je dirais, miraculeux, divin. Et les souverains sont issus d'une même lignée et on a l'impression que c'est la providence divine qui veut que les rois règnent. Comme le dit Bossuet, qui a théorisé tout cela, que le souverain est le lieutenant de Dieu sur terre et c'est la providence divine qui décide de la succession royale. Donc et les gens finalement aiment beaucoup leur roi et tous les rois, y compris Louis XVI quand on est au XVIIIe siècle, y compris Louis XVI. Et quand ça ne va pas, généralement ils disent mais c'est peut-être les ministres. Alors, c'est les ministres qui font une mauvaise politique, qui influencent de manière négative le souverain. Mais le souverain, lui, il est paré de... il est idéal, presque quoi qu'il fasse. Vous montrez dans votre livre que cette puissance royale, acceptée et aimée, vous venez de le dire, c'est aussi la conséquence des années de guerre incessantes qui a eu lieu dans la première moitié du XVIIe siècle. Oui, c'est vrai. Les Français, vraiment de toute origine, ont été marqués. Il y a eu d'abord, on peut le dire, la guerre de 100 ans, qui est arrivée jusqu'à la fin du XVe siècle. Et puis, tout de suite, au XVIe siècle, on a enchaîné sur 50 ans de guerre civile qui étaient les guerres de religion, qui ont été précédées par un début de XVIe siècle où c'était plutôt, les historiens le qualifient de beau XVIe siècle, mais finalement, il y avait déjà un début de contestation religieuse et donc les gens n'étaient pas tranquilles. Et les guerres de religion ont vraiment été des guerres meurtrières, ça a été véritablement des guerres civiles qui se sont prolongées sous Henri IV, c'est-à-dire qu'Henri IV a ramené quand même l'ordre et donc la paix dans le royaume, mais il est resté des guerres sporadiques puisqu'il est resté des protestants que Louis XIII a voulu un peu chasser, voilà. Donc ça n'a pas été très très calme et les gens vraiment en avaient assez des guerres, parce que les guerres, les gens sont tués, parce que le commerce ne peut plus prospérer, parce que l'économie est complètement ruinée, et il y avait une lassitude de ces années sanglantes, une vraie lassitude, et donc quand les Bourbons arrivent sur le trône, et plus encore avec l'absolutisme de Louis XIV, ils sont finalement assez contents parce que au moins ils ont le calme à l'intérieur des frontières. Donc c'est beaucoup mieux. Donc ils souhaitent un roi fort parce qu'ils pensent que c'est le roi qui va pouvoir justement unifier le pays et donc assurer la paix et la prospérité. Alors, j'ai reçu à ce micro Michel Verger-Franceschi qui avait décortiqué je ne sais plus quel texte, j'ai oublié le nom, mais c'était un texte qui montrait précisément la pyramide. Voilà, oui. Et puis surtout les différentes conditions sociales, la complexité de la société. Un mot sur l'inégalité des conditions. On voit effectivement cette division tripartite de la société, celle qui sera contestée au moment de la Révolution, noblesse, clerc et tiers-état. L'inégalité est acceptée à cette époque ? Oui, l'inégalité est tout à fait acceptée. Elle est même acceptée encore sous la Révolution française. D'une certaine manière, l'inégalité, c'est la vie en fait, et les gens savent que bon, on les a placés à tel endroit et que ils peuvent en sortir, mais sinon, voilà, c'est bien, on les a mis là par leur naissance. Donc c'est une société tout à fait inégalitaire. Mais elle n'est pas fataliste. Elle n'est pas fataliste parce que c'est pas une société bloquée. C'est-à-dire que il y a toujours une possibilité de monter ou de descendre. Dans cette espèce de hiérarchie sociale. C'est-à-dire que on peut accéder à la noblesse selon un certain nombre de conditions, et il y a des gens très
modestes qui ont pu accéder. Bon, ça se compte sur les doigts de la main quasiment, mais il y a des ascensions sociales. Alors plus généralement, il y a des ascensions sociales sur un siècle à peu près, sur 2, 3 générations. Les grands ministres de Louis XIV, Colbert et d'autres encore sont issus de la bourgeoisie, elle-même issue de la paysannerie aisée, qui était elle-même issue d'une paysannerie pas aisée. Hein. Donc en un siècle et demi, la famille monte, et finalement arrive jusqu'aux sphères du pouvoir. Et ça ne choque personne. Mais c'est aussi l'effet des guerres et l'effet des guerres civiles qui a fait qu'il a fallu renouveler la noblesse en faisant rentrer des gens dans la noblesse. Donc il y a cette possibilité d'ascension sociale qui n'est pas négligeable du tout. Et de même, il y a l'inverse, c'est-à-dire que des privilégiés peuvent retomber dans la roture s'ils ne présentent pas toutes les conditions requises pour rester dans l'ordre de la noblesse. Donc, et ça, par exemple, Louis XIV s'en sert, parce que Colbert fait faire des recherches de noblesse pour essayer d'assujettir le plus de monde possible à l'impôt. Donc, le souverain, à plusieurs reprises, va demander aux nobles de prouver leur noblesse. Donc, ils doivent sortir des actes juridiques, d'anoblissement, des choses comme ça. Et certains n'y arrivent pas. Donc, certains doivent émarger au tiers-état et donc payer des impôts. Mais la chose était extrêmement subtile parce que, en fait, les gens sont en corps, donc noblesse, clergé, tiers-état. C'est assez fluide parce qu'on rentre dans le clergé. On rentre dans le clergé en devenant prêtre ou en devenant religieux, voilà. On en sort plus difficilement parce que c'est difficile. Enfin, généralement, c'est pas tellement faisable. Mais quand on est dans la roture, on peut accéder à la noblesse et donc vice versa. Donc c'est pas, je me répète là, mais c'est pas du tout figé. C'est quelque chose qui est relativement souple, mais ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que cette inégalité, c'est une inégalité fiscale. Et ça pose des problèmes. Cette inégalité fiscale, elle pose des problèmes parce que les gens veulent bien vivre dans une société un peu inégalitaire avec des gens qui naturellement doivent commander, naturellement d'autres doivent obéir, mais cette trop grande disparité fiscale ennuie beaucoup tout le monde en fait. Alors vous faites une différence quand même dans ce tout le monde, vous faites quand même une différence entre les collectivités et les individus. Je vous cite: afin d'être sûr de recevoir quelque chose, le pouvoir royal choisit de faire peser les impôts sur les collectivités et non sur les individus. Oui, alors pas partout en France, mais généralement, effectivement, c'est la communauté, donc soit le village, soit quand on est dans des régions un peu autonomes, comme par exemple le Languedoc, sur ce qu'on appelle les États du Languedoc, qui est l'administration en fait fiscale du Languedoc. Donc il y a une administration fiscale dans certaines régions qui sont périphériques en fait du royaume, et ils se gouvernent comme ils veulent et ils doivent faire remonter l'impôt au souverain qui décide chaque année le montant. Et pour l'impôt roturier, c'est la même chose, c'est-à-dire que ce sont finalement les villages qui sont assujettis, qui doivent donner tant, et à eux de répartir l'impôt comme ils le souhaitent. Alors bien sûr, ils vont pas faire payer le noble, ils font payer que les gens qui sont assujettis à la taille, mais il y a une sorte de solidarité finalement fiscale dans les villages. Les plus riches paient parfois pour les plus pauvres, ou en tout cas vont avancer et vont prêter de l'argent à ceux qui sont plus pauvres. Le but, c'est que le village en entier s'en sorte. Voilà. Mais on est vraiment dans une société de corps, c'est-à-dire l'individu existe, certes, mais il n'a des chances de faire entendre sa voix que si il est dans une organisation, une association. Donc en village, donc en communauté villageoise, ou bien en corporation de métier. Ou bien quand on habite une ville en corporation de bourgeois. Et ces corporations, ces corps, ces organismes ont souvent réussi à obtenir du pouvoir royal des privilèges.
Alors des privilèges fiscaux. Ce qui fait que si on est roturier, mais qu'on habite dans telle ville et qu'on est bourgeois, eh bien finalement on devrait payer l'impôt parce qu'on est roturier, mais on le paye pas parce qu'on habite dans telle ville qui a obtenu du pouvoir royal des privilèges et par exemple ne pas payer la taille ou ne payer que tel impôt, etc. Donc le pouvoir royal s'est toujours arrangé avec ces multiples organisations qui existent sur le territoire français pour avoir trouver disons des fidélités et donc généralement eh bien il accorde des exemptions d'impôts pour toujours, pas forcément pour toujours, pour tant d'années, voilà. Donc ça se décline à l'infini et donc c'est un peu difficile à décrire parce que il faut là faire de l'histoire il y a une mosaïque locale. D'exceptions au fond. Il y a une mosaïque et non seulement il y a une mosaïque d'exceptions, mais là bon, on divise peut-être un petit peu de ce qu'on a dit, mais même les privilégiés payent des impôts. C'est ce qu'on ne sait pas. Ce que je voulais montrer, c'est que c'était très fouillis, c'est ça surtout qui embête tout le monde. Oui. C'est plus le fait que ça devient une espèce de quelque chose de tentaculaire où plus personne ne s'y retrouve que ce soit véritablement inégalitaire. Le principe est inégalitaire et ça personne ne l'accepte, mais c'est surtout devenu quelque chose d'extrêmement complexe, y compris pour le pouvoir royal qui souhaiterait que tout le monde paie un impôt et qu'il n'y ait aucun privilégié. Mais il a créé des privilèges au cours de l'histoire qu'il ne peut pas ôter aux privilégiés, donc il va trouver des moyens de les faire payer quand même. Alors la noblesse, elle paie quand même pas mal, hein. Quand elle est par exemple noblesse de robe, c'est-à-dire qu'elle a une charge qui est une charge anoblissante, eh bien, il faut payer tous les ans un 60e de la valeur de cette charge pour pouvoir la transmettre à qui l'on veut, par exemple. Et par exemple, à ses enfants. Donc, continuer à être noble en exerçant cette charge. Donc, c'est pas rien de payer un 60e de la valeur de l'office qu'on a acheté. Hein, voilà. Donc et il y a plein de choses comme ça. Ouais. Alors vous dites et vous terminez le chapitre sur les impôts que vous avez appelés d'irréductibles gaulois. En moyenne, le prélèvement royal représente 10 jours de travail contre 208 aujourd'hui. Peut-être un mot sur la situation sociale, ce qu'on appellerait la situation sociale et économique des Français. Là aussi, on est dans la nuance parce que vous parlez d'une vie simple, frugale. Vous dites que l'austérité, cependant, n'est pas forcément l'indigence. Vous dites qu'il y a une misère qui est généralisée, mais que cette misère n'est qu'en apparence, au fond. Oui, alors... La misère n'est qu'en apparence parce que d'abord les Français se méfient beaucoup du fisc et donc ne vont pas donner trop de signes extérieurs de richesse. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment dire. Il n'y a pas grand-chose de neuf sous le soleil. Voilà. Donc on essaie de pas trop montrer qu'on a rentré beaucoup de blé dans son grenier parce qu'on se dit toujours tiens il y a quelqu'un qui va venir m'en chipper un petit peu. Donc ça c'est la première chose. Deuxièmement les conditions de façon de vie sont compliquées et c'est des choses qu'on ne peut plus nous imaginer à l'heure actuelle. C'est fini. On ne peut plus, je pense, nous imaginer ce que c'est que d'habiter dans une maison où il y a un sol qui est pas forcément carrelé, qui peut être de la terre, où on est à proximité des animaux parce que c'est un chauffage bien utile, où on n'a pas vraiment de quoi se laver, où il faut aller surtout puiser de l'eau au puits. Pour pouvoir avoir de l'eau courante, donc on n'ouvre pas son réfrigérateur pour avoir de l'eau. Enfin, c'est des choses qui, je pense là, nous sont complètement étrangères et on peut même plus imaginer ce que ça peut être. C'est-à-dire que un explorateur qui part au pôle Nord pendant 3 mois, je crois qu'il ne vit pas, enfin il ne peut même pas vivre ce que vivaient nos ancêtres, mais qui s'étaient accommodés à cela, ne serait-ce que pour aller, je dirais, aller aux toilettes, il faut sortir dans le jardin. Enfin, c'est étonnant, hein. Mais finalement, les gens font avec parce qu'ils ne connaissent que ça. Et quand ils rentrent chez eux, ils sont contents parce qu'il y a un feu qui brûle et puis il fait plutôt chaud et puis on se met tous dans le lit et puis on se serre et puis finalement, c'est pas si mal. Voilà. La vie s'écoule lentement. Vous dites, vous parlez de société immobile où le temps s'écoule lentement parce que au fond, le paysan qui travaille au champ, il travaille pas 24 heures sur 24 au champ, 365 jours par an. Non, il y a beaucoup de loisirs en réalité. Il y a beaucoup de jours chômés. Il y a beaucoup de jours chômés.
parce que la terre, eh bien, à un moment donné, il y a quand même 98% de gens qui vivent à la campagne et qui sont des agriculteurs, hein, et qui font et qui produisent. Pour leur propre consommation et pour la consommation des gens qui vivent en ville. Hein. Donc, il y a le grand poste économique, c'est de produire de quoi manger. Hein. Donc là, il n'y a pas tellement de différence entre les Français et l'homme de Cro-Magnon. Hein. Ils cherchent à manger, voilà, tout le temps. Donc, on cultive les champs, mais les champs, ça se cultive pas tout le temps. En hiver, ça se cultive pas. Voilà. Donc l'hiver, c'est plutôt chômé. Alors les paysans généralement vont avoir un second métier. Donc ils font du travail, par exemple textile. Ils font des tissus. Et ils font des choses à la maison pendant les mois d'hiver parce qu'il faut bien s'occuper. Voilà. Et tout d'un coup, il y a des coups de feu, c'est le moment de la moisson, donc il faut le travail est plus difficile. Le travail est beaucoup plus difficile et beaucoup plus harassant et harassant, pardon. Et donc c'est assez. Il y a des creux, des trous, des creux, des trous. Voilà. Donc on a mis souvent les fêtes religieuses dans les creux parce que c'est assez pratique finalement. Il y a une sorte de logique en fait, c'est-à-dire on voit une société qui est en phase avec la nature, qui est proche de la nature, qui est un thème qu'on ne cesse de ressortir aujourd'hui, et donc il y a une sorte de pragmatisme où on s'adapte. Vous parliez tout à l'heure des animaux. Les animaux sont dans la maison parce que ils provoquent de la chaleur. Oui. Et on s'adapte pour tout, et puis on s'adapte aussi quand il y a des intempéries. On s'adapte quand il y a des périodes très froides, puisque par exemple, on a au XVIIe siècle qu'on appelait le petit âge glaciaire. Le petit âge glaciaire, c'est quelque chose qui nous arrivera plus jamais. C'est vraiment des températures extrêmement froides. Hein, extrêmement froide. Il y a un hiver, l'hiver 1709-1710. Louis XIV, qui est assez vieux, n'est pas sorti de son château et même de sa chambre pendant plus d'un mois. Et les bouteilles gelées à la cave, enfin les bouteilles d'alcool, hein, paraît-il. Donc les conditions sont vraiment rudes, mais les gens font avec. Donc si on peut pas sortir, on sort pas. Et puis finalement personne ne vous attend à l'extérieur. On n'a pas, il y a pas de vie de bureau. Il y a pas de, les gens vont pas au travail le matin et rentrent pas chez eux le soir. Il y a pas, enfin si, ils vont cultiver leurs champs, ils sortent les animaux, ils s'occupent des animaux. Quand on est en ville et que on est commerçant, on ouvre la boutique, hein, mais la boutique est au-dessus, est en dessous de chez soi, donc on vit sur son lieu de travail. C'est peut-être ce qui aussi est un grand changement par rapport à l'époque moderne et au travail salarié, c'est que les gens sont vraiment sur leur lieu de travail. Ils sont relativement immobiles, ce qui n'empêche pas qu'ils bougent beaucoup, hein, quand même. Il y a des voyages, il y a des pèlerinages, même les paysans peuvent. Mais c'est aussi un peu tout ou rien. Il y a des gens qui vous diront, je suis jamais sorti de mon village, et puis il y a d'autres personnes qui auront fait le tour de la région dans tous les sens, tout le temps, parce que ça leur plaît et qu'ils sont plus aventureux. Enfin voilà. Donc, mais du coup, la vie finalement est plus tranquille d'une certaine manière, parce que on n'est pas tout le temps rivé sur les yeux rivés sur sa montre, qui n'existe pas encore beaucoup d'ailleurs, ou sur le réveil. On est au rythme de la nature, on se lève avec le soleil, on se couche avec le soleil, et puis du coup la vie, c'est très drôle parce que c'est pas drôle, mais la vie est courte, parce que c'est vrai que l'espérance de vie est courte. Alors elle est courte par un phénomène mathématique qui est le suivant, que la moitié des enfants meurent avant d'atteindre l'âge de 1 an. Donc ça va condamner toute la cohorte à vivre, avoir une espérance de vie assez courte, puisque la moitié d'une cohorte, par exemple d'âge, meurt avant 1 an. Donc ça voilà. Mais les gens qui ont passé 1 an et ceux qui ont passé 10 ans et ceux qui arrivent à l'âge adulte, eux peuvent vivre jusqu'à 70 ans. Alors bon, c'est moins bien que nos jours, mais 60, 65, 70 ans,
c'est pas du tout impossible. Et donc, la vie est quand même plus courte. Elle peut s'arrêter à tout moment. Nous, on n'a plus du tout cette impression que la mort peut arriver, alors que là, la mort, elle peut arriver tout le temps, puisque les maladies ne sont pas soignables. On ne sait pas soigner. Donc, on peut attraper un rhume et mourir. Donc, la vie est courte et en même temps, le temps est très long. Et s'étire parce que voilà, il n'y a pas de pendule et on n'a pas de rendez-vous finalement. Et puis on arrive quand on arrive, c'est-à-dire que voilà, on va voir sa famille à quelques lieues de là. Et bien on part un matin et puis on arrive quand on peut. Et donc l'autre, eh bien vous reçoit quand vous arrivez. Et il n'y a pas de par téléphone pour dire j'arrive à telle heure. Voilà. Donc finalement, ça fait quelque chose de plus lent dans la vie quotidienne. Eh bien, merci beaucoup Agnès Valk. La vie sous l'Ancien Régime, paru aux éditions Perrin. Il s'agissait de la première partie de cette série de nos cours d'histoire consacrés donc à la vie sous l'Ancien Régime. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour évoquer cette fois les habitudes quotidiennes des Français. Merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.